Je disais tantôt que le thème de notre séminaire, c'est vivre les fiançailles saines, gage d'un mariage à 90% stable et épanoui. Amen. Mais le sous-thème, le premier sous-thème de ce soir, c'est la place de la personnalité et l'influence du caractère dans les fiançailles et le mariage. La place de la personnalité et l'influence du caractère dans les fiançailles et le mariage. Amen. Nous allons lire rapidement dans Job chapitre 2, Job chapitre 5, verset 2 à 3. Job chapitre 5, verset 2 à 3. Oui, vas-y. Car le chagrin fait mourir le sol et la jalousie tue le simple. J'ai vu le sol s'enraciner et soudain j'ai maudit sa demeure. Ses filles sont loin de la sûreté et sont écrasées dans la porte. C'est bon. Je veux juste les deux versets, 2 et 3. Cherche. Il y a quelqu'un qui a une autre version? Oui. Vas-y avec la version 8 secondes. L'insensé périt dans sa colère. L'insensé fait quoi? Périt dans sa colère. La colère, c'est quoi? La Bible dit que l'insensé périt dans sa colère. La colère, c'est quoi? C'est un caractère, n'est-ce pas? La colère, c'est un caractère. Mais un caractère qui fait périr celui qui possède cela. Amen. Vas-y. Le fou meurt dans ses emportements. Le fou meurt dans ses emportements. La folie également, c'est un caractère, n'est-ce pas? C'est l'expression, c'est-à-dire d'un caractère qui qualifie, qui fait en sorte que si on voit les traces, on voit ce trait-là dans une personne, on dit que non, la personne c'est un fou. Quand on voit un caractère s'exprimer, on dit que non, il est fou. Si on voit comment tu manifestes la colère, on dit que non, tu es colérique. On reste, on te regarde, on dit que non, toi c'est là, tu es irrespectueux. Pourquoi? Parce que tu as affiché un comportement, un caractère qui a laissé voir ce qui était caché à l'intérieur de toi. Et tu peux t'asseoir. Le tempérament. Aujourd'hui, nous allons parler beaucoup du tempérament et de la personnalité. On va faire un peu de la psychologie. On va faire de la psychologie. Tu vas te préparer parce que tu vas écrire. Tu vas écrire sérieusement. C'est l'école qu'on va faire ce soir. On va un peu sortir le thème d'aujourd'hui. Là, je veux placer une base. On va sortir un peu de la Bible. On va se concentrer beaucoup sur la science, une science sociale appelée la psychologie. Et je crois que ça va beaucoup nous aider. À partir de demain, on va donc entrer dans la Bible. Qu'est-ce que le tempérament? Le tempérament en psychologie, ce sont des traits de caractère de chaque personne ou de chaque individu. Le tempérament en psychologie
ce sont en fait des traits ou les tempéraments, je ne sais pas comment on va dire ça, mais tu vas écrire comme tu comprends. Le tempérament ou les tempéraments en psychologie, ce sont des traits de caractère de chaque personne. Cette théorie repose principalement sur les humeurs. Et la personnalité, c'est un indicateur ou une indication sur les traits de caractère liés à chaque profil de tempérament. Une personnalité, c'est une indication sur les traits de caractère liés à chaque profil de tempérament. Donc, chaque profil de tempérament confère à un individu une personnalité. Il en existe au total 4. Nous avons 4 types de personnalités. Nous avons 4 types de personnalités. La première personnalité, c'est le sanguin. Le sanguin. Tu vas mettre premier tiret, sanguin. Avant d'attaquer donc le sanguin, nous aurons des objectifs à atteindre ce soir. Le premier objectif que nous voulons atteindre, c'est que nous voulons que chaque personne ici ce soir, je suis malheureusement désolé, vous qui avez suivi aujourd'hui, je vous dis, vous allez comprendre bien la suite. Parce que aujourd'hui, c'est les fondements qu'on va placer. Ceux qui viendront à partir de demain, ils peuvent même finir le séminaire, mais ils ne comprendront pas beaucoup de choses. Ils auront peut-être même seulement 10%, parce que la majeure partie de ce que nous devons comprendre se trouve dans l'enseignement d'aujourd'hui. Donc, premier objectif, reconnaître votre type de caractère. Donc, le premier objectif, c'est que chaque personne ici, chaque individu ici doit savoir de quel type de personnalité ou quel est mon caractère. Beaucoup ne savent pas parfois que c'est eux-mêmes le problème. Pasteur, quand moi je commence une relation, l'homme ne reste jamais avec moi. Mes relations ne font pas 3 mois, on me quitte toujours. Il suffit seulement que tu restes 2 heures de temps avec la personne. On l'appelle au téléphone. Et puis, tu dis, et puis rappelle le téléphone. Moi-même qui est le pasteur qui est là, je dis que c'est le gars qui a fait 3 mois là, ils ont supporté. Est-ce que vous comprenez? Mais les gars qui ont fait 3 mois là, ils ont supporté. Moi, je vois ça là, dès que je tourne le dos là, c'est fini, bye bye. Tu ne me reverras plus. Est-ce que vous comprenez? Un sale caractère. Et tu veux le marier avec ça, c'est pas possible.
Vous pensez que Dieu est bête pour vous donner son enfant qu'il a bien préparé pour que tu lui fasses souffrir. Dieu ne peut pas faire ça. C'est pour cela que Dieu préfère te laisser célibataire jusqu'au jour où tu vas comprendre ces choses-là. Reconnaître votre type de caractère en accentuant le côté positif tout en aidant à éliminer les aspects négatifs. Donc, c'est-à-dire, si tu connais ton caractère, tu dois chercher à accentuer, tu mets l'accent sur le côté positif de ton caractère. Parce qu'il faut comprendre, dans ces personnalités-là, chaque personnalité a ses avantages et ses inconvénients. Chaque personnalité a son côté positif et son côté négatif. Deuxième objectif, comprendre les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, tu dois être en mesure de comprendre les autres après cette exposition-là. Non seulement tu dois chercher, tu dois comprendre les autres, mais tu dois aussi constater que ce n'est pas parce qu'une personne est différente de vous qu'elle est automatiquement une mauvaise personne. Amen. C'est pas parce qu'une personne est différente de moi. La différence n'est pas forcément un défaut. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. Il y a des gens qui trouvent que le fait que sa femme est trop disciplinée, ça lui crée des problèmes. Tu perds le temps sur les futilités du don. Non, elle a un côté positif, valorisez ça. Laver la douche là, tu fais 30 minutes là-bas. Toi, quand tu étais à l'université, ta douche, les gens ne voulaient même pas entrer là-bas parce que ça puait. Ça... Donc, quand il y a un côté positif là, il y a des gens qui aiment prendre le temps pour faire des choses. Et ils le font tellement bien que quand tu arrives, tu es content. Il faut savoir valoriser ça. Même si ça prend le temps, c'est l'inconvénient ici là. Il faut le supporter comme ça. Amen. Je vais dire comprendre les autres et constater que ce n'est pas parce qu'une personne est différente de vous qu'elle a forcément tort ou bien automatiquement tort. Chaque tempérament présente des forces et des faiblesses. Personne ne possède à lui seul toutes les caractéristiques d'un même tempérament. Il sera néanmoins aisé pour le thérapeute expérimenté de reconnaître avec précision ce qui est fondamental chez chacun. Amen. Oui. C'est pour cela par moment, on vous demande des suivis pour le mariage. Quand vous trouvez un pasteur qui connaît ces choses-là, quand il va commencer à vous suivre durant le mariage, il va tout de suite détecter que la dame, là, elle a des atouts en elle qu'il faut valoriser. Et l'homme, là, il a les atouts aussi. Bon, mais leur faiblesse, c'est ça, c'est ça. Et puis maintenant, il va beaucoup travailler sur vos faiblesses pour améliorer vos qualités. Et quand vos qualités seront améliorées, et il va essayer de vous faire comprendre que le caractère de ta femme là, voilà le côté négatif de ça. Le caractère de ton mari là, voilà le côté négatif de ça. Et quand vous serez déjà imprégné, ça va vous amener à ne pas vous tirailler chaque jour là, vous jeter les pierres. Est-ce que vous comprenez? C'est ça là. Le sanguin donc, chez lui, les émotions sont à fleur de peau. Amen. Les émotions chez le sanguin, c'est à fleur de peau. Ça veut dire que quoi? C'est quelqu'un qui est tellement émotionnel. Un sanguin, très émotionnel. Il voit seulement le film de Jésus. Il commence à pleurer. Donc pour lui, il ne comprend pas que c'est une mise en scène. Il pense que c'est vrai qu'on a l'histoire là. C'est lui qui voit sur la croix là, c'est lui. Il peut même être en train de
de lire un roman pathétique et il se retrouve en train de pleurer. Le sanguin. Amen. 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 Il est démonstratif et transforme chaque tâche en une partie de plaisir. Donc le sanguin est démonstratif, il est démontré. Quand tu as un mari qui est sanguin, à un moment donné, si tu es une femme très... Tu es une femme un peu colérique, dégagée, genre là. Dis que ça c'est quel genre d'homme comme ça. Fais les choses comme les femmes. Vous avez déjà entendu les femmes dire ça, n'est-ce pas? Dis que mon mari il est trop motivé. Il est trop mou. C'est comme s'il n'a pas la niaque. Vous comprenez ça? Ça ne... Il y a des femmes qui n'aiment pas ça. Et à partir de là, tu peux savoir de quelle personnalité elle est. Il y a des femmes qui n'aiment pas ça. N'aiment pas les hommes sanguins. Il adore la compagnie des autres et chaque nouvelle expérience a sur lui un effet stimulant. Ce sont des gens qui sont tellement affectifs. Ils aiment démontrer leur amour, montrer ce qu'ils ressentent. Vous voyez un peu? Ça vous arrive souvent de voir des hommes qui sont toujours là avec leurs femmes, toujours là, quand ils marchent là, bras dessus, bras dessous. Quand je regarde, je dis avant je ne comprenais pas. Je dis que comment il peut être bête comme ça jusqu'à ce niveau? Il pense que c'est lui seulement qui aime. Un homme doit quand même si tu aimes, tu dois jouer quand même à l'homme. Mais comment tu es comme ça? Oh, c'est quelque chose de bien. Seulement que l'inconvénient avec ce genre de personnes, le jour où tu perds ta femme, tu risques de piquer une crise cardiaque et mourir après. C'est fini. Très difficile que tu te retrouves. C'est ça aussi l'inconvénient. Je vous ai dit que chaque caractère a un avantage et ça aussi des inconvénients. Le sanguin ne manque d'ailleurs pas d'embellir la réalité à la première occasion. C'est quelqu'un que, si c'est un homme, le premier jour où il te fait la cour, il te fait rêver, tu penses que tu vas aller au paradis sans passer par la mort. Il crée un monde, c'est-à-dire virtuel autour de toi. À un moment donné, tu as l'impression que c'est la réalité. Oui. Parce qu'ils ont une certaine douceur dans l'expression de leurs sentiments. Ils se lient facilement, donc pour eux créer des contacts c'est très facile pour eux. Ça ne dure pas. Et ils sont tellement optimistes. Ils sont optimistes. Quand tu trouves un colérique, quand il vient vers une fille, la fille lui dit que attends là, tu n'es pas mon genre, dis donc. Le colérique, il est déjà dans tous ses états. Quand il quitte demain, il te rencontre à la rue, il ne te salue même pas. Mais le sanguin, quand tu l'as chassé comme ça, demain il revient encore. Parfois même il vient avec la fleur. Le gars là, il est bien. Je lui dis que je ne l'aime pas, c'est après pour voir qu'il part. Après demain, tu vois, il vient avec sa petite guitare, il commence à jouer devant ta maison. Tu te dis que mais qu'est-ce qu'il n'arrive pas? Il ne se décourage jamais. Il est optimiste. Il croit qu'un jour là, tu vas plier. Voilà un peu les sanguins. Deuxième tiret, les mélancoliques. Les mélancoliques. Un mélancolique est une personne réfléchie. Qu'il soit homme ou femme, il prend tout au sérieux et sa vie est soumise à l'ordre, à la méthode et à l'appréciation de la beauté et de l'intelligence.
Je relis. C'est une personne réfléchie. Qu'il soit homme ou femme, il prend tout au sérieux. Donc quand tu as un mélancolique avec toi, il ne va pas trop aimer les blagues. Si tu lui fais les poissons d'avril, lui pense que c'est la réalité. Et quand tu vas venir dire que j'étais en train de jouer, tu le mets dans tous ses états. Il n'est pas content. Il va te dire, ne refais pas ça, je n'aime pas ça. Il n'aime pas les blagues dans sa vie. Il veut prendre toutes choses au sérieux. Parce que pour lui, chaque chose que tu lui dis devient un sujet de réflexion. Il réfléchit sur ça. Donc maintenant, toi tu viens de lui dire que j'ai fait un accident. Il commence à réfléchir. Elle s'est blessée à quel niveau? J'espère que ça n'a pas touché le visage. J'espère que donc lui, il prend tout méticuleusement. Donc il voit si sa forme n'a pas été déformée déjà. Donc lui il commence. Et puis à la fin, quand il a déjà tout réfléchi, il t'appelle au téléphone. Tu es dans quel hôpital? Tu dis que non, je suis à la maison. Et tu as eu mal quelque part. Dis oui, j'ai eu mal. Mon pied s'est cassé. Comme c'est le poisson d'avril. Ah bon, ton pied s'est cassé. Ok, j'arrive tout de suite. Il arrive, tu lui dis poisson d'avril. Il va se retrouver un sac de parler. Il est fâché. Parce qu'il a réfléchi au moins ces 2 heures de temps avant de le dire. Et il se rend compte que tous ces efforts de réflexion là c'était néant. Et voilà pourquoi il n'aime pas les blagues. Il veut toutes choses au sérieux parce qu'ils prennent du temps pour réfléchir sur la chose. Amen. Il prend tout au sérieux et sa vie est soumise à l'ordre. Sa vie est soumise à l'ordre. Pour ça, c'est pour ceux qui écrivent. Sa vie est soumise à l'ordre, à la méthode. Donc, quand il a déjà réfléchi, il pense déjà aux solutions, à une certaine méthode. Donc, lui, il anticipe les gens dans sa manière de penser. Quand toi, tu vas rester avec un mélancolique, pendant que toi, tu es en train de réfléchir, comment je vais me faire de l'argent? Bon, je vais importer la marchandise en Chine, je vais venir vendre. Lui, il n'est plus là-bas sur vendre là. Lui, il a déjà importé, il a vendu. Dans son esprit, il a déjà importé, il a vendu. Il pensait à comment multiplier les boutiques dans chaque ville du Cameroun. Donc lui, il anticipe. Amen. À la méthode et à l'appréciation de la beauté et de l'intelligence. Et dans tout ce qu'il fait, il cherche à atteindre la perfection. Ils sont un peu comme des perfectionnistes. Ils veulent que les choses soient bien. Voilà pourquoi ils prennent le temps pour réfléchir. Quand tu vas arriver dans un restaurant qui a été conçu par un mélancolique, tu vas trouver que chaque pot de fleurs a sa place. Tu vas trouver que chaque truc a sa place. Tu viens seulement, tu déplaces sa fleur là, tu as des problèmes avec lui. Il va dire qui a déplacé ça? Qui a touché à ça? Il ne se précipite pas à la recherche de réjouissance. Est-ce que vous comprenez? Un mélancolique ne se précipite pas à la recherche de la réjouissance. Donc c'est quelqu'un que s'il est un entrepreneur, il peut même avoir 10 millions dans son compte. Il n'a pas de voiture. Ne lui parlez pas encore de voiture. Il ne se précipite pas. Il peut même avoir 20 millions dans son compte, mais il prend encore le clando. Et quand tu vas lui dire, beaucoup de gens peuvent ne pas les comprendre, mais c'est comme ça qu'ils sont. Il ne se précipite pas à la réjouissance. Mais il analyse comment il pourrait mieux organiser sa vie.
il cherche à organiser les choses. Il veut que sa vie ressemble. Il veut que je peux souffrir maintenant, mais après 10 ans, quand je vais entrer dans telle étape de vie, que ma vie, que je ne rentre plus jamais en arrière. Parce que j'ai investi, parce que j'ai construit des maisons, parce que j'ai des magasins, parce que j'ai des boutiques, et pas une seule boutique. Pour lui, il trouve que quand il a une ou deux choses là, il n'est pas dans la garantie. Voilà, ça ce sont les mélancoliques. Il veut avoir beaucoup de possibilités qui lui ramènent de l'argent, qui lui génèrent de l'argent. Et en ce moment, il est content, il est fier de lui-même. Notez bien. Le sanguin et le mélancolique se ressemblent beaucoup. Ils sont tous deux émotifs. Ils sont tous deux émotifs, mais différents. Mais différents plutôt. Ils sont tous deux émotifs, mais différents. Différemment, le sanguin passe par des hauts et des bas qui durent 1 minute. Donc, c'est-à-dire le sanguin là, quand il a des difficultés autres, il passe par les hauts et les bas qui durent seulement 1 minute. Et puis il dit qu'il se rend compte que c'est une réalité. Et il fait face à cette réalité-là déjà. Il dit que, ah ok, ça va. Ça va. Comme il a dit comme ça va là, il est parti. Mais le mélancolique, tandis que chez le mélancolique, les hauts et les bas peuvent durer 1 mois. Donc, un mélancolique, si tu le blesses, il va prendre plus de temps pour se cicatriser. S'il est une fille, si le mélancolique a été blessé, il va garder les blessures encore pendant longtemps parce que son processus de cicatrisation est lent, alors que le sanguin est rapide. Il se cicatrise rapidement. Amen. Le sanguin se cicatrise rapidement. Amen. Le colérique. Il y a un enregistrement audio qui est là. Le colérique. Troisième tiré. Le colérique. Nous allons voir encore les caractères du colérique. Le colérique est ambitieux et il atteint normalement les objectifs qu'il s'est fixés. Ça veut dire quoi? Il est ambitieux et déterminé. Ambitieux et atteint normalement les objectifs qu'il s'est fixés. Tandis que le sanguin passe son temps à raconter des histoires et que le mélancolique passe le sien à réfléchir, le colérique accomplit ce qu'il a à faire. Est-ce que vous comprenez? Le colérique, il est le genre que quand il se lève là, il veut faire sa chose là, il n'aime pas perdre le temps. Quand il veut se lever là, il sait que je pars là. Oui, je dois voyager, je dois aller quelque part. Quand il voyage, il descend du train comme ça là, il ne sait pas qu'il faut aller se laver. Il va directement là où il y a son objectif, il va finir. Parfois même il se lave pas et puis il est déjà rentré à l'agence, il est en train de retourner de là. Pour lui c'est du tic au tac, il est millimétrique. Ça c'est le colérique. Très ambitieux.
Et quand ils se fixent des objectifs, ils atteignent ces objectifs-là. On peut facilement le comprendre et s'entendre avec lui si on observe sa règle d'or. Faites-le comme moi je le veux et faites-le maintenant. Donc, quand il est ton patron, pour lui là, c'est maintenant. Quand il donne les ordres là, il veut que ça soit maintenant. Quand il veut faire n'importe quoi, maintenant. Tu dis que non, je veux faire ça demain. Demain quoi? Maintenant. Tu perds le temps. Parce que pour lui, tout ce que tu l'envoies à demain, c'est une perte de temps. Il trouve que tu es en train de procrastiner. La procrastination, c'est l'art de remettre à demain ce qu'on peut faire tout de suite. Il y a des gens comme ça. Je vais faire ça l'année prochaine. Non, je vais faire ça le mois prochain. Et ils ne font jamais. Quand tu as un mari comme ça, non, on va construire une maison l'année prochaine. Après l'année, non, tu sais que cette année on a rencontré beaucoup de difficultés. Encore l'année prochaine, son année prochaine, tu te retrouves que tu as fait 20 ans de mariage, il n'a même pas acheté un terrain. Amen. Faites-le comme moi, je le veux, et faites-le maintenant. Le colérique ressemble au sanguin, car ils possèdent tous deux des personnalités ouvertes et optimistes. Voilà leur trait de ressemblance ici. Entre le sanguin et le colérique, ils ont une personnalité ouverte et ils sont optimistes. Cependant, l'ambition du colérique lui diffère des qualités lui confère alors plutôt les qualités de chef et une productivité plus grande. Donc, comme il est quelqu'un de prononcé dans son caractère, ça fait que quand les gens veulent travailler avec lui, ils savent que non, lui là, il est comme ça. Il est comme un militaire. Oui. Quand tu entres, c'est le caractère qui est développé dans l'armée. Le caractère colérique. Tous les autres en tenue, vous avez l'impression qu'ils sont colériques. Même quand une personne était sanguine, phlegmatique, mais dès que la personne entre dans l'armée, on va tuer le caractère là en lui. Et on veut que la personne soit colérique. Quand la personne sort, tu vas voir une jeune dame, mais qui est là? On dit que, oh, embarquons, tu vois, pour qu'elle saute, elle est déjà dans le camion. Tu dis que mais ça se passe comment? Elle est vivace. Parce que là-bas, là, ils ne veulent pas les gens nous là. On doit tuer le caractère. Et c'est ça aussi l'importance de la formation. La formation permet de tuer certains caractères. Cependant, l'ambition du colérique lui confère des qualités de chef et une productivité plus grande. Il se prononce seulement quand il est sûr d'avoir raison. Voilà une de leurs qualités. C'est-à-dire quand le colérique est quelque part, quand il sent qu'il n'a pas raison ici, là, vous êtes en train de parler, là, il vous regarde. Mais quand il sait qu'il a raison quelque part, quand il s'accroche, si vous voulez tuer le, il ne se laissera pas faire. Il se prononce seulement quand il est sûr d'avoir raison. Il aime affronter les obstacles et les amis tiennent peu de place dans sa vie. Les amis tiennent peu de place. Donc quand tu es à quelqu'un colérique là, il n'a pas peur de te perdre. Quand tu ne respectes pas ses principes, c'est mieux que vous vous séparez. Pour lui c'est comme ça. Et ce sont alors les champions en divorce. Pour eux, c'est comme ça. Quand tu ne respectes pas leurs principes, ils veulent se séparer de toi. Ils n'accepteront jamais
que tu viennes détruire ce qu'ils ont. Ils tiennent véritablement à leur caractère. Amen. Et l'une des choses qui les qualifie encore, ils aiment les situations d'urgence. Amen. Ils aiment les situations d'urgence. Quand tu travailles avec un colérique, il aime quand c'est urgent. Urgent, là, tu le vois déjà. Et si vous voyez, c'est ça l'armée des femmes. Vous êtes comme ça, là, vous attendez seulement un coup de fil. On veut vous attendre dans 10 minutes au camp. Bam! Et à ce moment-là, vous voyez rapidement, les gens viennent. Les gens remplissent au camp. Et c'est ça. Rapidement. Parce que c'est ça qu'on veut. On veut vous apprendre la promptitude. Parce que chaque détail compte. Imagine que tu es un policier. Pour tuer quelqu'un, est-ce que vous savez que ça, on n'a pas besoin de faire 5 minutes pour tuer quelqu'un? Si tu es quelqu'un de vivace, tu es quelqu'un de prompt, quand tu vas t'élever, on veut faire quelque chose, tu as déjà réagi. Et puis tu as déjà annulé la chose. Mais si tu es quelqu'un de mou, avant que tu ne te lèves, tu viens trouver que la chose est déjà passée depuis. Vous voyez un peu? Oui. Or, c'est pas ça. Quand vous voyez les gorilles qui restent souvent auprès du président, là, avec les verres, là, vous savez que les lunettes, là, quand ils marchent, ça détecte les métaux. Quand tu as l'arme au niveau du terrain, là, ça montre l'arme, là. Les lunettes noires, là, qu'ils mettent, là. Vous voyez, quand ils sont comme ça, là, ils sont nerveux, et genre, ce sont les gars colériques. On les a formés comme ça. Quand ils marchent, là, toi-même, tu sais que non, ça, là, voilà un homme ici. Même pour sa propre vie, même il est d'abord dangereux. Combien de fois pour les autres? Amen. Ils aiment les situations d'urgence. Dernier tiret. Le phlegmatique ou les phlegmatiques. Amen. Phlegmatique s'écrit F-L-E-G. Matique. M-A-T-I-Q-U-E. Phlegmatique. Le phlegmatique s'accommode à toutes les situations. Amen. C'est ce qu'on appelle ici les donneurs universels. Les phlegmatiques. Tu es un mari colérique. Tu épouses une femme phlegmatique. Quand tu reviens à la maison, tu commences à te fâcher là. Elle reste tranquille. C'est comme si on a cousu sa bouche. Tu lui donnes les ordres. Va me prendre telle chose. Elle a déjà couru, elle est partie prendre le coup. Elle ne veut même pas que ta main la touche. Elle va faire tout ce que tu veux. Elle trouve un mari qui est sanguin. Elle s'accommode. Donc pour elle là, elle se fait du mal. Ou bien elle ne veut pas, c'est-à-dire mettre le regard sur ce qui l'arrange. Mais elle veut seulement la paix. Une personne phlegmatique, elle est comme ça. Amen. Quand une personne est phlegmatique, vous allez voir aussi le danger des phlegmatiques. Comme toi là, tu es phlegmatique. Vous voyez un peu? Ce sont des gens qui n'ont pas parfois de décisions. Et ils restent comme ça. Ils restent comme ça. Tu sais que je t'aime, mon abonné. On parle alors. Elle te suit seulement. Donc, c'est ça l'inconvénient des gens phlegmatiques. Vous allez trouver que on joue trop avec eux. Vous voyez un peu de ça. Et si c'est votre fille, elle est phlegmatique, je vous dis la vérité.
attendez-vous à 95% des cas qu'elle vous ramène la grossesse à la maison. Elle ne s'est pas dit non. Quand une personne essaie comme ça, là, donc vous voyez, ce sont les flegmatiques qui sont comme ça. Amen. Il s'accommode à toutes les situations. C'est le tempérament avec lequel il est plus facile de s'entendre. C'est le tempérament avec lequel il est plus facile de s'entendre. Il atténue les comportements du sanguin, refuse de se laisser impressionner par les brillantes décisions du colérique, refuse de se laisser impressionner par les brillantes décisions du colérique et ne prend pas trop au sérieux les plans compliqués du mélancolique. Donc pour lui, là, les trois, il n'est pas dedans. Pour lui, la vie, c'est simple. Non, il a dit qu'il m'aime, non. Pourquoi elle n'est pas ici? Et si c'était lui? Moi, si ça ne marche pas, même là, on va arrêter simplement. Donc pour eux, c'est comme ça. La vie est trop simple pour eux. La vie est trop simple pour eux, les mélancoliques. Je dis encore les flegmatiques plutôt. Amen. Ils atténuent les comportements du sanguin, refusent de se laisser impressionner par les brillantes décisions des colériques et ne prennent pas trop au sérieux les plans compliqués du mélancolique. Dans le juste milieu, le flegmatique chemine tranquillement, seul, en évitant les conflits et les prises de décision. Donc le flegmatique, il est seul. Il ne ressemble à personne de ces trois-là. Il est seul. Il n'aime pas les choses compliquées. Donc quand tu es un homme colérique, tu peux épouser une femme flegmatique. Quand tu es sanguin, tu peux épouser une femme flegmatique. Quand tu es mélancolique, tu peux épouser une femme flegmatique. Parce que c'est les donneurs universels. Pour eux, ils n'ont pas de problème. Si tu es colérique, elle va se ranger. Mon mari n'aime pas ça. Vous n'avez jamais entendu les femmes dire ça? Mon mari a dit que je ne vais pas marcher avec toi. Donc à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Elle commence à marcher ça. Non, mon mari a dit que quand tu vois une femme qui dit trop mon mari a dit que sachez qu'elle est flegmatique. Elle n'a pas de décision. Elle sait que elle est soumise à un maître. C'est comme un esclave qui dit que mon maître a dit que, et cet esclave n'a pas de volonté. Donc tu te lèves le matin, là, quand tu as une femme colérique, quand tu as une femme flegmatique, sache qu'elle est entièrement à ta disposition. C'est comme tu peux te lever aujourd'hui, tu dis que demain, ou bien tu dis que après toi à 12h, je vais t'envoyer à Maron. Elle va dire à vos ordres, chef. Elle va partir. Elle n'a pas de problème. À n'importe quel moment que tu lui parles, là, elle est d'accord avec toi. Amen. Oui. J'ai dit ici que dans le juste milieu, le flegmatique chemine tranquillement, seul, en évitant les conflits et les prises de décision. Tandis que le colérique veut tout commander. Le colérique, il veut tout commander. Quand il est dans un bureau, il veut tout commander. Quand il est assis quelque part, il veut que tout passe par lui. Quand ça ne passe pas par lui, là, c'est le problème. Si un colérique est ton chef, tu es dans les problèmes. Il veut tout commander.
Le flegmatique a tendance à attendre qu'on lui demande d'agir et il ne cherche pas à se faire valoir. Donc pour eux, ils n'ont pas trop des ambitions. Quand tu as une femme colérique, flegmatique, elle n'a pas d'ambition. Elle ne va pas te dire que, bon, chérie, comme tu vois, je rêve d'aller à Dubaï. Non, non, ça, c'est pas le rêve. Je rêve de rester auprès de toi. Voilà ce que tu vas écouter. J'ai dit que pour elle, elle veut rester auprès de toi. Il n'y a plus rien. Elle ne pense pas à son avenir, elle ne pense à rien. La seule chose là, c'est qu'elle est à ton service et elle doit rester là. Amen. Que Dieu te donne un mari comme ça au nom de Jésus. Hey, regarde, amen. Les femmes disent amen. Les femmes qui ont dit amen là, c'est que vous voulez commander vos maris. Vous voulez commander vos maris? Ou bien c'est pas ça? Si tu es une femme qui veut commander ton mari, tu vas vouloir ça. C'est bien quand c'est une femme qui est comme ça. Amen. Surtout la femme des serviteurs de Dieu. Ah, que Dieu nous donne le là. Alléluia. Pas que tu viens dire à une femme que Dieu m'a dit qu'on doit quitter pour aller faire la mission à Bertois. La femme dit qu'il faut que je prie. Dieu aussi doit me parler. Ah bon? Elle dit que oui, tu dis des choses, elle dit que non, Dieu doit aussi me convaincre. Est-ce que c'est toi seul que Dieu a appelé? Si je suis ton épouse, Dieu sait que je suis ton épouse. Donc Dieu doit me dire aussi. Sinon, je ne suis pas d'accord. Ah donc, madame? Ah bon? Donc maintenant, il y a deux capitaines dans un bateau. Dieu doit me dire et il doit aller te dire. Ça devient compliqué. Les choses qu'on devait faire en 5 ans, on va faire en 50 ans. Est-ce que vous voyez donc les combien? Mais quand tu as une femme flegmatique, quand tu viens là, tu dis que chérie, le Seigneur m'a dit qu'on doit aller en mission à Tchatsibali. Il dit à vos ordres, chef. C'est le Seigneur qui a dit, obéissons. Vous partez seulement. Amen. Oui, vous partez seulement. Il y a des avantages et il y a des inconvénients. Mais seulement que les femmes flegmatiques, quand vous tombez entre les mains des mauvais hommes, vous souffrez. C'est ça le problème. Quand elles tombent entre les mains d'un manipulateur, d'un homme qui veut faire, l'homme là est capable de prendre tout ton salaire. C'est-à-dire que ta carte bancaire là, c'est lui qui part toucher, tu ne parles pas. Ferme ta bouche. Il part toucher ton argent. C'est toi qui travailles, il part toucher ton argent et à la fin du mois, il te donne 20 000 sur ton argent. Et une flegmatique, elle est là, elle va rester tranquillement. Elle ne va pas parler, elle ne va même pas dire à ses parents ce qui se passe. Elle va couvrir son mari, elle va rester tranquille. Qu'importe la souffrance qu'une femme flegmatique va vivre dans son foyer, vous n'allez pas connaître. Elle va garder. Un peu comme la chanteuse nigériane qui est décédée là. Elle vivait les atrocités dans son foyer, mais elle ne disait pas. C'est sa nature flegmatique. Ça dit que les gens se disaient que, elle disait aux gens que non, il va changer. Un jour, Dieu va le changer. Un jour, Dieu va le changer. Vous voyez, c'est le même langage, n'est-ce pas? C'est ça qu'ils sont. Le flegmatique a beaucoup d'amis, car ses qualités le conduisent à entretenir des relations humaines positives. Donc, si il sait que toi là tu es comme ça, il s'accommode à toi. Et il arrive là-bas, il trouve que l'autre est comme ça, il s'accommode. Il s'accommode. Donc, il vit avec chaque personne selon. Et le flegmatique aime souvent faire attention. Dès qu'il te blesse un peu là, il dit excuse-moi, pardonne-moi. Il fait un truc comme ça, il dit pardonne-moi. Il fait un truc comme ça, il dit excuse-moi. Vous voyez un peu ça? C'est comme ça. Toujours prêt à demander pardon. Parce qu'il ne veut pas offenser les autres. Il veut que vous soyez toujours en paix.
ce sont les militants de la paix. Amen. Ils entretiennent beaucoup de relations humaines positives. Il sait écouter et est généralement calme et maître de lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose que tu vas faire à un flegmatique, il prend la main, il met sur toi. Tu peux venir, tu le gifles même comme ça là. Il te regarde. Même s'il veut te parler là, il te parle avec beaucoup de respect. S'il te plaît, je te fais quoi? Quelqu'un t'a giflé, tu vas voir un flegmatique avec beaucoup de respect. S'il te plaît, je te fais quoi? Ça, c'est quelqu'un qui t'a giflé. Toi-même, tu sais pertinemment que tu n'as rien fait, mais il t'a giflé, mais encore avec le respect. Et si se rend compte qu'il a un peu tort quelque part, s'il te plaît, pardon, désolé, 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 voyez que respect. Ils sont comme ça. Les gens très bien éduqués. Mais le colérique, si tu veux, tu parles, tu crois que tu es la seule femme. Elle dit, parle comme ça à sa femme. Une fois que vous avez fait 10 ans ensemble, vous lui parlez comme ça. Tu connais quoi? Tu es la seule femme, si tu veux, tu parles. Amen. Tout homme qui a ce genre de caractère, que le Seigneur casse ça au nom de Jésus-Christ. Amen. On ne parle pas comme ça à la femme. On parle à la femme avec révérence. On parle à la femme comme une princesse. Les garçons n'ont pas dit Amen. Amen. Vous deux là, vous n'avez pas dit Amen. Il faut même vous penser que ce ne sont pas les garçons. Donc il est loin de... Vraiment. Vraiment. Amen. Amen. Vous savez que dans la vie, la plus grande qualité, c'est l'écoute. Je vous dis la vérité. Quelqu'un qui sait écouter, c'est quelqu'un qui est sage aux yeux de Dieu. Qu'importe ce que tu fais. Vous savez, en théologie, on nous a enseigné que lors des séances de cure d'âme, la première chose qu'il faut jamais être pressé. Il y a des gens qui ont des problèmes émotionnels. Il y a des gens qui ont des problèmes d'accumulation des choses dans leur cœur. Donc, quand ils viennent là, ne sont pas pressés seulement à dire que je te pose la main au nom de Jésus, ça va finir. C'est faux, ça ne finit pas. Ils ont emmagasiné des choses dans leur mariage pendant plus de 15 ans. Ils ont besoin de cracher. Imagine une femme qui est venue trouver son mari dans son lit au moins 3 fois avec une autre femme. Imaginez à quel point elle est blessée. Mais elle refuse de parler. Elle est flegmatique. Elle garde le secret de son foyer. Un jour, elle trouve un pasteur. Elle est fatiguée. Elle prend la décision de faire confiance à un pasteur pour venir cracher ses vérités. Tu dis que tu n'as pas le temps de l'écouter. Vraiment, tu ne vas pas lui faire jouer. Tu dois lui laisser parler. 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 Tu laisses, elle sort tout ce qui est dans son ventre. Quand elle va finir ce qui est dans son ventre, vous allez voir à un moment donné même là, pendant qu'elle sera en train de raconter, elle va pleurer. Pendant qu'elle va faire ceci, elle va couler les larmes au moins 3 ou 4 fois. Laisse-la couler les larmes. Le genre de larmes là, on ne calme pas la personne. Donne seulement le lotus s'il y en a. Pour que la personne essuie un peu. Et puis ça descend le coin dessus. Parce que ce sont les larmes de guérison. Ce sont les larmes de guérison. Ce n'est pas toute personne qui pleure. Il y a des gens que quand ils pleurent, il faut les laisser pleurer. Quand vous allez étouffer leurs pleurs là, vous n'allez pas les faire du bien. Ils peuvent nous tomber comme ça avec cardiaque. Mais s'ils pleurent là, ils sont en train de se décharger. Amen. Oui, bien aimé. Vous dites la vérité. Il faut les laisser pleurer. Pendant qu'ils vont pleurer, ils vont raconter leur histoire, ils vont pleurer, ils vont raconter leur histoire. À la fin, dès que tu vas prier avec la personne, tu vas voir la personne va faire.
C'est-à-dire le gros fardeau là, je me suis déchargé en fer. C'est ce que ça signifie. Et vous allez voir, la femme quand elle va se lever, demain essaie de l'appeler. Tu as dormi comment? Ça faisait très longtemps que je n'ai pas dormi comme ça, pasteur. Tu vois, tu sens qu'elle a été déchargée d'un gros fardeau. Mais si tu refusais de l'écouter, même si c'est 1 heure de temps, laisse-la parler. Laisse-la parler. C'est pour cela que quand tu es un homme de Dieu, tu n'écoutes pas les gens. Tu n'écoutes pas tes fidèles. Tu ne restes pas souvent avec les gens. Quelqu'un entre là seulement 1-2 minutes. Ok, quel est ton problème? Poum, vas-y. Quel est ton problème? La personne commence même à dire, ok, je suis pressé. Poum, vas-y. Non, tu ne les aides pas. C'est pour cela, même si tu n'as pas le temps, forme les pasteurs qui peuvent les écouter. Former les pasteurs qui sont là, qui peuvent les écouter, qui peuvent leur donner du temps. Amen. Oui, bien aimé. Le flegmatique sait écouter les gens. Et ils sont dans le calme. Il ne s'agit pas. Un flegmatique, même s'il a un problème, tu risques de ne pas savoir. Si tu as une femme flegmatique, elle est avec toi. Elle a un problème, elle est avec toi. Elle ne te dit pas elle. Un problème que si c'était le colérique ou bien le mélancolique qui avait, on avait déjà crié sur tous les toits. Mais lui, il est tranquille avec. Il reste calme. Il reste calme. Voilà leur qualité. Leur défaut, c'est qu'ils n'ont pas l'esprit de discernement. C'est ça le défaut des flegmatiques. Ils n'ont pas l'esprit de discernement. Tu vas trouver une femme, elle s'est mariée, et puis son mariage n'a pas marché. Demain, elle se jette encore dans un autre mariage. C'est-à-dire, elle quitte la maison de son mari pour entrer dans un autre foyer encore. Elle quitte la déception, elle n'a même pas pris le temps pour être guérie. Elle a sauté là-bas. Quand elle quitte la maison de son mari là, elle quitte avec sa valise là pour aller entrer chez un autre homme. C'est comme ça. Normalement, quelqu'un qui est réfléchi va d'abord dire que ok, il faut que je rentre soit chez mes parents ou bien je pars chercher ma maison. Je vais d'abord me cicatriser. Mais eux, ils quittent une déception pour tomber dans une autre relation. Parce qu'ils pensent que quoi? Ils pensent que c'est l'autre relation là qui va les guérir. Et ça, c'est la naïveté. C'est la naïveté. Et c'est ça leur inconvénient. L'autre inconvénient, c'est qu'ils ne savent pas dire non. Un peu Madame Oui. Vous connaissez non? Madame Oui. Vous avez entendu parler de ça? Madame Oui. Jacques vient aujourd'hui. Oui. Mathieu vient demain. Je t'aime. Oui, moi aussi. Après demain, Aliou vient. Je t'aime. Oui, je t'aime. Finalement, tu lui dis que c'est toi. Et elle a l'impression que si elle te dit non, elle est en train de te blesser. Elle a l'impression comme ça. Elle dit que ouais, vraiment. Elle a il a beaucoup de amatomisme, il a beaucoup de droits avec le médaille. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça qu'ils sont. Demain, quand tu trouves un homme flegmatique, surtout quand il est un peu beau, les filles courent après lui là, ils pensent qu'il est Leonardo DiCaprio. Vraiment, tu sais. Il est là bizarre comme ça, là. Il veut plaire à toutes les femmes. C'est ça le inconvénient. Amen. Que Dieu nous épargne ces défauts au nom. Amen. Chaque
tempérament possède des qualités qui lui sont propres. Lorsque poussé trop loin, celle-ci risque de se transformer en défaut. Ça veut dire que si Dieu nous a donné des tempéraments, ça veut dire que ce n'est pas à la base un défaut. Un tempérament n'est pas un défaut. Mais cependant, quand nous poussons, nous partons à l'extrême de chaque tempérament, ça devient donc un défaut. Amen. Quand nous allons à l'extrême, comme maintenant on a dit le phlegmatique là, quand il pousse à l'extrême, il veut plaire à tout le monde, ça devient un défaut, n'est-ce pas? Ça devient un défaut. Le tempérament sanguin s'engage dans une conversation animée dans n'importe quelle circonstance. C'est pour lui une tendance naturelle. Mais s'il abuse, on dira de lui, c'est un moulin à parole. Qu'il monopolise la conversation et qu'il ne cesse d'interrompre les autres. Vous avez déjà vu les gens comme ça, n'est-ce pas? Vous commencez à dire, il dit que sans t'interrompre, il a déjà interrompu et il dit que sans t'interrompre. Ils ont souvent des formules comme ça. Donc il a parlé tout de suite, mais il va revenir encore parler. Chaque personne qui intervient là, il veut parler à côté. C'est comme des modérateurs. C'est comme ça qu'ils sont. Et vous voyez, quand ils poussent à l'extrême, ça devient compliqué. À l'école, on a souvent ça comme ça. Moi, une chose, il s'est déjà levé, tu connais beaucoup de hommes faillis. Jusqu'à ce que les gens se fatiguent en classe à cause de toi. Ils ne sont plus contents. Moi, une chose là, tu es debout. Même quand tu n'as rien de pertinent à dire, tu veux quand même te lever. C'est comme si tu voulais dire, me voici, voyez-moi. Amen. Mais c'est comme ça qu'ils sont. Quand ils poussent à l'extrême, ils deviennent agaçants. Tu ne veux même pas rester à côté d'eux. Ça, c'est le défaut des sanguins. Amen. La qualité naturelle du tempérament mélancolique est son esprit d'analyse. Cela constitue pour lui un avantage indéniable. Donc, un mélancolique, c'est quelqu'un qui a une forte capacité d'analyse. Quand tu viens lui dire que voilà, on m'a envoyé avec ton argent, mais celui-là, il m'a dit qu'il n'a pas 5 000, il m'a donné seulement 10 000. Et puis, le mélancolique, quand il prend, dans sa tête, il va te dire que ne parle pas. Parce qu'il a déjà dit, ne parle pas. Il va prendre son téléphone pour appeler la personne. Pour confirmer, est-ce que tu as donné 10 000? Parce que pour lui, il pense déjà que tu as coupé 5 000 là-bas. Pour venir avec 10 000. Donc, il veut que les choses soient au clair là, il veut tout comprendre. Il a déjà analysé la situation. Il veut savoir. Ça, c'est leur avantage. Cela constitue pour lui un avantage indéniable. Pourtant, lorsque cet esprit d'analyse est accentué, il engendre des inquiétudes et peut mener à la dépression. Tu vois un peu? Imagine ta femme est sortie, jusqu'à 22h elle n'est plus venue. Tu l'imagines déjà avec quelqu'un dans une chambre d'hôtel. Tu commences à faire l'inquiétude, à créer des situations dans ta tête. Alors que pour rien, elle était chez sa tante. Tu as essayé le téléphone. Comme le téléphone ne passe pas, c'est fini. Et pas jusqu'à ce que son téléphone passe. Vous pouvez imaginer le temps où il n'y avait pas de téléphone, les gens là, comment ils souffraient. C'est comme ça. Les mélancoliques souffrent beaucoup. Le leadership est une qualité importante chez le colérique. Considéré comme un défaut majeur, il peut engendrer
être tyrannique et manipulateur lorsque trop important. C'est-à-dire, quand tu as une personne colérique, c'est quelqu'un qui a un leadership prononcé. Quand tu as un chef qui est colérique, les gens vont bien travailler dans le service. C'est ça leur côté positif. Ils vont vouloir la rigueur, ils vont vouloir la ponctualité, ils vont vouloir un certain nombre de choses. Mais dès que tu pousses déjà ça très loin aussi, tu commences à indisposer les gens avec qui tu travailles. Un père de famille, il va arriver en retard, tu vas commencer à l'insulter, à gronder sur lui publiquement. Tu vas commencer à faire ceci, ou bien tu vas le menacer. Tu vas dire que tu vas même lui faire, tu vas même écrire sur lui. Tu vas faire ceci. Vous avez déjà vu les chefs d'établissement comme ça, n'est-ce pas? Les chefs d'établissement colériques, là, ils font comment? Dans leur établissement, ils leur mettent les fiches. Chaque fois qu'un enseignant a fini cours, à chaque heure, on doit aller signer, faire la fiche. Si tu travailles dans un service, tu écris l'heure où tu es arrivé avec le gardien à la porte. Tu écris l'heure où tu es arrivé et l'heure où tu es rentré. Il vient là, il comptabilise ça. Quand il trouve là, il donne les prix aux meilleurs enseignants. Et les mauvais là, il vous donne les sanctions. Ça, c'est un chef d'établissement. Il y en a beaucoup qui font ça. J'avais un proviseur comme ça, là. Il faisait ça. À Miganga. Amen. Ils ont un leadership vraiment prononcé. Mais leur défaut, c'est qu'ils peuvent engendrer des tyrans. Et ils peuvent être des manipulateurs lorsqu'ils sont tellement emportés dans leur désir de dominer. Ça veut dire que, regardez un peu comme les Mobutu. C'était des présidents colériques. Oui. Et il est allé tellement à l'extrême où il cherche à ce qu'on l'adore. Regardez, vous allez constater tous les présidents, dictateurs dans le monde, ce sont les colériques. Le colérique, quand il a le pouvoir, personne ne peut le maîtriser. Tu es sa femme, tu ne sais pas comment il peut agir. Tu es son collaborateur le plus proche, mais tu ne sais pas comment il va agir. Tu es son bras droit, mais tu ne sais pas, parce qu'à tout moment là, il peut t'enlever. On n'est jamais sûr de lui. On a l'impression qu'il est égocentrique. Et il ne pense pas aux autres. Sinon, ceux qui veulent marcher comme il marche, ça, il va vous aider. Mais si vous refusez, il va vous piétiner, écraser, même s'il doit tuer des centaines de personnes pour aller, il va avancer. Tous ceux qui s'opposent à lui, il ne comprendra jamais que la politique est une guerre idéologique. Lui, il va prendre l'arme pour commencer à tuer tous les gens qui ont des idées opposées à ses idées. Or, la politique, c'est une guerre idéologique. Dans la politique, on ne fait pas la guerre physique. C'est vrai, l'État a ce qu'on appelle l'organe répressif, qui est l'armée. L'armée, c'est l'organe répressif. En réalité, l'armée n'a jamais été faite dans le but de tirer sur une personne. L'armée a été faite dans le but d'intimider les gens. C'est pour cela que dans d'autres pays très développés, dans des sociétés très développées, même si quelqu'un a tué une personne, on va l'arrêter, il va aller purger sa peine. On ne le tue pas. Et c'est difficile de voir qu'on a pris l'arme, on a mis sur quelqu'un. Et si on met sur toi, ça veut dire que tu es une personne dangereuse. Et parfois, même d'autres même utilisent les armes blanches. Ou les armes qu'on utilise souvent pour les trucs là, comment on appelle ça, pour les animaux là. On te neutralise. Quand on tire sur toi là, ça entre en toi et ça t'électrocute. Un genre comme l'électricité. Oui. Et dès que tu perds tes forces comme ça, ils viennent, ils enlèvent ça. Et tu te récupères. C'est les armes qu'on utilisait avant. C'est parce que le monde est devenu cruel qu'aujourd'hui, on tire à balles réelles sur les gens. Avant, ça n'existait pas.
Vous voyez les gens comme les Hitler, c'est les gens colériques. C'est eux qui ont provoqué les guerres dans le monde, jusqu'à commencer à détruire les vies. Amen. La nature conciliante du flegmatique lui vaut le respect de tous. Mais s'il devient trop bon prince, les autres vont décider pour lui dans sa propre vie. Voilà ce que je vous disais là. Le flegmatique, c'est ça. Quand il devient tellement, il part à l'extrême, il devient tellement doux comme un agneau. Une femme flegmatique, non? Tu ne la connais pas. Un jour tu as dit Handelkaya Dananam, et puis tu la portes comme ça. Et puis c'est fini. Tu vas aller avec elle. C'est comme ça. Une femme flegmatique est comme ça. Donc pour elle là, comme tu as refusé là, elle te suit sur le coup. C'est comme ça. C'est pour cela qu'il est dit ici que les autres vont décider pour lui dans sa propre vie. Quand c'est poussé à l'extrême, c'est pas bon. Conclusion. La personne motivée à se comprendre et à s'améliorer doit distinguer parmi ces qualités celles qui entraînent généralement les réactions positives. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es avec un homme, l'homme dit qu'il t'aime, toi aussi tu l'aimes, n'est-ce pas? Et vous vous voyez pour la première fois. Dès que vous vous voyez pour la première fois, et puis tu l'avances un mot. Est-ce que tu sais que toi là je t'aime beaucoup? Regarde comment tu es mon prince, tu es beau. Et il commence à rire. Et puis pendant qu'il rit comme ça bizarrement, tu comprends que tout de suite, ah, donc il aime les appréciations. Donc il aime les paroles valorisantes. C'est fini. Tu as déjà piqué. Qu'il aime quand tu le valorises. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu dis waouh. Toi là tu es un bosseur, c'est là que je t'aime beaucoup là. Et il va il aime les paroles valorisantes. Et il y a des femmes que pour elles, tu dis que ok, aujourd'hui on va aller se promener. Tu l'amènes au banc public. Elle est comme ça. Comme un démon qui sortait de l'enfer. Mais de lendemain, tu lui dis que allons au restaurant. Ok. Et puis 15h, le rendez-vous 14h30, elle est déjà là. On parle, non? Et puis dès que tu arrives, j'adore manger les chips, j'adore manger les rognons, j'adore manger. Et puis tu vois un peu, dès que tu connais là, tu sais que c'est sa chose préférée. Elle aime manger. Donc là, il faut commencer. Si tu veux qu'elle soit en joie, le jour où elle est fâchée là, invite-la seulement au resto. Ça va aller se résoudre là. Amen. Oui. D'autres femmes, c'est les voyages. Le langage d'amour compte dans un foyer ou bien dans une relation de fiançailles. C'est ça qu'on appelle le langage d'amour. Quel est le langage d'amour de ta femme? C'est pour cela que l'autre jour, j'ai dit que, imagine un peu, moi j'ai dit que j'aime une femme et puis je prends la fleur, je viens comme ça, je viens de donner. Une africaine, j'ai échoué. Vous n'avez même pas besoin de me dire. Si c'est une africaine, j'ai échoué. Mais si c'est une blanche, elle va sauter comme si elle va toucher la trapuce. C'est pour moi. Mais ça c'est pas. Vous voyez? C'est ce qu'elle va dire. Je mange ça. Donc tu es quitté de ta maison avec une maudite fleur comme ça pour venir me donner. Et c'est même ça, c'est des choses artificielles, ça reste même. Mais je dis, les blancs, ils partent chercher dans leur jardin, ce qui va faner là, 30 minutes. Mais quand ils viennent donner à la fille, je t'aime, vraiment. Il faut venir en Afrique, vous allez voir.
Vous comprenez? C'est le langage d'amour. Nous n'avons pas le même langage d'amour. Les sociétés diffèrent, les civilisations diffèrent. Amen. Oui. Il y a les langages d'amour. Il y a une femme qui veut que, même si elle n'est pas belle, elle veut que tu dises qu'elle est belle. Donc elle va rester là. C'est pour cela que les femmes aiment qu'on les apprécie. C'est-à-dire qu'elle est moins belle, mais tu es très belle. Merci. Donc quand tu dis comme ça, là, tu as déjà tout arrangé. Amen. Il n'y a pas de, je ne sais pas. Tu commences, je ne sais pas. J'ai l'impression que le jour où Dieu t'a créé là, Dieu était de bonne humeur. J'ai longtemps cherché tes défauts. Je n'en trouve pas. Franchement, même si Dieu ne t'avait pas créé, je t'aurais fabriqué. Tu sais déjà le langage de l'amour. Amen. Tu connais déjà. Alléluia. Oui, bien aimé. Quand tu connais comme ça là, ça te facilite la vie avec la personne. Amen. Ça te facilite la vie. Très facile. Le langage d'amour. Si ta femme aime le voyage, par an, organise-le, prends même le congé. Congé de 2 semaines, voyage avec ta femme. Même si c'est que tu n'as même pas assez d'argent, quitte Garoua, va dans un hôtel en Gaoundéré, fais même 2 jours seulement à l'hôtel, ou 3 jours, et revenez. Une chambre de 10 000, 3 jours là, c'est 30 000. Vous restez là-bas à 2. Il n'y a pas des enfants, il n'y a personne. Vous restez pendant 3 jours. Et puis tu lui racontes tout ce que tu as lui raconter là-bas. Et puis après vous venez. Vous partez jouer au bord de la piscine. Vous faites ceci. Et puis vous revenez. Langage. Amen. C'est important, bien aimé. Ce que je vous dis, vous ne savez pas comment les couples sont détruits ici dehors. Parce qu'on pense que quand on a déjà les enfants, on a déjà fait tout, on a déjà trop fait. Non. À un moment donné, l'amour, c'est comme un téléphone, ça se décharge. Et quand ça se décharge, il faut recharger. Et ça, ce sont des secrets pour recharger que je vous donne. Amen. Quand tu connais le langage d'amour de ta femme, il est facile pour toi de ramener l'amour dans son cœur. Il est facile. Amen. Il y a des femmes qui aiment les cadeaux. Dites que vous avez un problème. Vous avez gâté au téléphone. Va acheter un téléphone. Tu viens. Et puis dès que tu entres à côté. Le genre là, le cadeau là, on ne met pas dans le sac. On avait ça même. Parce que si tu mets dans ton sac, c'est ton problème. Si elle ne voit pas, elle ne va pas t'accueillir. Donc tu mets ça. Tu as elle va voir. Elle commence à suivre la distance. Le problème est arrivé. Dès que tu vas arriver, ma princesse, tu lui donnes. Elle va. Tu as fait ça pour moi. Je t'aime. C'est fini, le problème là est déjà réglé. Les choses que tu devais créer, tes problèmes, c'est déjà réglé. Je vous dis la vérité, c'est déjà réglé. Quand tu connais le langage d'amour d'une femme, c'est fini. Il est facile. Quand tu connais le langage d'amour d'un homme, il est facile. Parce que quand je parle de cadeaux, là, les gens pensent que ce sont